Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter l'espace et également à la fin les vaisseaux spatials. Dans cette vidéo, je vais tout d'abord vous parler des différents astres, de la naissance de l'univers, de sa mort, des humains. Mais dans la partie vaisseau, je vais vous parler de l'historique et des différents types. D'abord, commençons par la partie espace. Les différents astres. Une planète est un corps céleste orbitant autour d'une étoile, possédant une masse suffisante pour que sa gravité la maintienne en équilibre hydrostatique, donc sous une forme presque sphérique. Selon la définition de 2006, il y a 8 planètes dans notre système solaire confirmées: Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Uranus et Neptune. Une planète naine n'est pas une planète puisque l'un de ses critères de définition n'est pas rempli. La définition d'une planète telle que reprise ci-dessus doit en substance qu'un corps doit présenter une masse de au moins 5 fois 10 exposant 20 et un diamètre de au moins 800 km pour être considéré comme une vraie planète. Planète gazeuse versus planète rocheuse. Planète gazeuse, aussi appelée zone gazeuse, aussi appelée planète jovienne ou voire zone jovienne, en référence à Jupiter, une planète géante composée essentiellement d'hydrogène et d'hélium, comme un petit soleil raté. Les géants gazeuses ne sont en fait constitués que de gaz sur une certaine épaisseur et en dessous, leur matière soit liquide soit solide. Une planète rocheuse ou tellurique, en opposition aux planètes gazeuses, une planète qui est composée essentiellement de roches et de métal et qui possède 3 enveloppes centriques: le noyau, la manteau et la croûte. Sa surface est solide et composée principalement de matériaux non volatiles, généralement des roches silatées et du fer métallique. En astronomie, une planète naine est un corps céleste du système solaire de classe intermédiaire entre une planète et un petit corps du système solaire. On compte actuellement 5: Cérès, Pluton, Makemake, Haumea et Eris. Cependant, il est possible et même très probable qu'à l'avenir, cette liste devienne encore plus longue que celle des planètes. L'Union astronomique internationale, l'organisation chargée de la commentature astronomique, définit une planète naine comme un corps céleste du système solaire s'il satisfait aux conditions suivantes. 1. Il est en orbite autour du Soleil. 2. Possède une masse suffisante pour que sa pression interne l'emporte sur la force de corrosion du corps solide et le maintienne en équilibre hydrostatique. 3. Il ne fait pas place nette dans son voisinage orbital. Et 4. Il ne doit pas être un satellite. Étoile. La signification scientifique d'une étoile est celle d'un corps céleste plasmatique, d'un composé de plasma, qui rayonne sa propre lumière par réaction en fusion nucléaire. Justement, avant de continuer, si vous ne savez pas ce qu'est la fusion nucléaire, je vous invite à voir mes 2 vidéos que j'ai fait avant elle. La première partie et la deuxième partie du nucléaire, c'est très intéressant. Alors, le Soleil est une étoile assez typique, dont la masse qui est de 2 fois 10 exposant 30 est représentative de celle des autres étoiles. Pendant une grande partie de leur existence, l'étoile est en équilibre sous 2 actions qui s'opposent. Il y a d'abord la force gravitationnelle qui tend à contracter, à faire effondrer l'étoile, et la pression cinétique régulée et maintenue par la réaction de fusion nucléaire qui, elle, au contraire, tente de la dilater. À la fin de cette phase, marquée par la consommation de la totalité de l'hydrogène, les étoiles et les séquences principales se dilatent et évoluent en étoiles géantes
qui obtiennent leur énergie d'autres réactions nucléaires, comme la fusion de l'hélium en carbone et l'oxygène. Un trou noir. En astrophysique, un trou noir est un objet céleste si compact que l'intensité de son gravitationnel empêche toute forme de matière ou de rayonnement de s'en échapper, même la lumière. Un trou noir est un objet astrophysique dont la relativité générale dit qu'il est provoqué par une masse suffisamment concentrée pour qu'elle ne cesse de s'effondrer sur elle-même du fait de sa propre gravitation, arrivant même à se concentrer sur un point appelé singularité gravitationnelle. De tels objets ne peuvent ni émettre, ni diffuser la lumière, et donc sont noirs. Donc ils sont en train de dire qu'ils sont complètement invisibles. Un trou noir ne doit pas être confondu avec un trou blanc, qui est le contraire, ou avec un trou de verre. Une galaxie est un assemblage d'étoiles, de gaz, de poussière, de vide, et peut être essentiellement de matière noire, comptant parfois un trou noir supermassif en son centre. La Voie lactée, la galaxie dans laquelle nous habitons, compte plus de des centaines de milliards d'étoiles. La plupart des galaxies typiques comportent un nombre similaire d'astres, mais il existe aussi des galaxies naines comportant moins une dizaine de milliards d'étoiles. L'univers dont l'extension réelle est inconnue pourrait contenir jusqu'à 2000 milliards de galaxies. Mais cela ne pourra être confirmé qu'avec des observations des futurs télescopes tels que le télescope géant européen ou le télescope de 30 mètres. On va ajouter un petit plus, je vais vous parler des 4 lois fondamentales de l'univers. Et je vais plus précisément vous parler des 4 interactions élémentaires. Il y a l'interaction nucléaire forte, qu'elle lie le noyau atomique, donc les protons et les neutrons. Il y a l'interaction électromagnétique, elle lie l'atome au complet, donc elle lie le noyau avec les électrons. L'interaction nucléaire faible, elle, qui produit la désintégration nucléaire. Et la force gravitationnelle qui lie certains objets entre elles, comme le système solaire. La naissance de l'univers. Le Big Bang, le grand boom, qui est aussi la théorie la plus utilisée pour décrire la naissance de l'univers, et un modèle cosmologique utilisé par les scientifiques pour décrire l'origine et l'évolution de l'univers. De façon générale, le terme Big Bang est associé à toutes les théories qui décrivent notre univers comme issu d'une dilatation rapide, donc une petite explosion. Par exemple, il est également associé à cette époque dense et chaude qui a connu l'univers il y a 13,8 milliards d'années, sans que cela préjuge l'existence d'un instinct initial ou d'un commencement à son histoire. La mort de l'univers. Mort thermique, déchirure, effondrement, absorbant, infini. Les 5 théories sur la mort de l'univers. D'abord, le Big Freeze, la mort thermique de l'univers. La mort thermique de l'univers, ou Big Freeze, est l'un des destins possibles de l'univers, dans lequel il a évolué jusqu'à un état d'absence de toute énergie thermodynamique disponible, lui permet d'assurer le mouvement ou la vie. Donc la lumière, les étoiles, etc., c'est fini. En termes de physique, il a atteint son entropie maximale. Il résulte de l'extrapolation à l'ensemble de l'univers et à la théorie de la thermodynamique, en particulier des considérations sur la perte naturelle d'énergie mécanique, telles qui résultent du premier principe de la thermodynamique. Le Big Rip, la grande déchirure. La grande déchirure, Big Rip en anglais, est un modèle cosmologique proposant un scénario inhabituel de la fin de l'univers. Car comme vous connaissez aujourd'hui, l'univers grandit de plus en plus rapidement. Dans ce scénario, alors, les structures, les amas, les galaxies jusqu'aux atomes sont détruits et tirés par une expansion de plus en plus violente. Selon ces théories, lorsque le Big Rip va aller plus vite que la vitesse de la lumière, les atomes vont être disloqués et tout le monde sera mort. Ce modèle suppose l'existence d'une forme d'énergie très atypique, l'énergie noire, dont le principe caractéristique est de voir sa densité augmenter alors que l'expansion se poursuit.
Le Big Crust, l'effondrement terminal. C'est exactement le contraire du Big Rip. À la place de trop grandir, elle va rapetissir. En réalité, le Big Crust ou effondrement terminal, qui est l'un des possibles destins de l'univers, il dessine l'effondrement de l'univers, c'est-à-dire une phase de contraction faisant ensuite une phase d'expansion. Donc l'univers va grandir, et après il va rapetissir, etc. En quelques points sortent consiste à ramener le cosmos à un point de singularité d'origine, annulant l'espace et le temps. Vers la fin de cet effondrement, l'univers a atteint une densité et une température gigantesques. Ce scénario cosmologique se poursuit alors que ses propriétés du contenu matériel de l'univers, en particulièrement les valeurs relatives de la densité d'énergie et de sa densité critique. Le Big Pause, l'univers phérique. Ça, c'est comme un mélange de Big Bang et de Big Crust. Le Big Bounce, ou l'univers phérique, est un modèle cylindrique impliquant une évolution de l'univers, mais non une alternance entre un Big Bang et un Big Crust. Donc il y a un Big Bang, il explose, il grandit, après rapetissit pour faire un Big Crust, et la singularité explose pour refaire un Big Bang, etc. Alors, dans ce modèle, un Big Crust est immédiatement suivi d'un Big Bang. Le Big Bang est un début de période de expansion de l'univers, qu'à la suite de période de contraction, soit le Big Crust. On pourrait parler d'un Big Crust suivi d'un Big Bang, ou simplement d'un Big Bounce. Ça suggère que l'univers actuel pourra se situer à n'importe quel point dans une séance du infini d'univers, et peut-être même le premier. Le Big Slope, le grand absorbement. Cette théorie postule que toutes les lois que nous connaissons pourraient être chamboulées. Ce scénario est lié à le boson de Higgs, une particule élémentaire qui joue un rôle crucial dans l'univers. Elle peut être trouvée partout dans notre univers et déterminer la masse des particules, mais aussi comment les atomes se forment, comment se produisent les réactions chimiques, etc. Il s'agit donc d'un élément indispensable de notre fonctionnement de notre monde. Mais qu'est-ce qui se passe si cette particule commençait soudainement à se comporter différemment? Toutes les règles de base de la nature seraient détruites, le monde actuel n'existera plus, tout l'espace sera absorbé par lui-même. Et puis après, il y a les humains. Alors, lors de l'époque contemporaine, qui est à peu près lors de la Renaissance, on découvre que les étoiles sont des objets très lointains. Avec l'introduction du spectroscope, on découvre qu'ils sont similaires au Soleil. L'existence d'une galaxie en tant qu'ensemble distinct d'étoiles n'est prouvée seulement qu'au début du XXe siècle, des années 1900, du fait de l'existence d'autres galaxies. Dans les dernières décennies du XXe siècle, l'apparition de la radiotélescope, de la radioastronomie et des moyens de traitement informatique autorise de nouveaux types d'expérimentation sur les corps célestes éloignés. Par analyse spectroscopique des raies d'émission émis par les atomes et leurs différents isotopes lors des sauts quantiques, et transmis à travers l'espace par des ondes électromagnétiques. La guerre froide. Alors, c'est ça. La guerre froide lors de la course à l'espace. Cette lutte pacifique a d'abord concerné l'envoi des premiers satellites artificiels, puis des vols humains, l'envoi de sondes spatiales pour explorer des planètes les plus proches, qui a accumulé avec l'envoi d'astronautes sur la Lune. La course à l'espace est l'une des manifestations de la guerre froide à laquelle se sont livrées les deux superpuissances. Et seulement pour vous dire, c'était les États-Unis et c'était l'URSS. Ça, c'est seulement une erreur, car à l'époque, c'était l'URSS et pas la Russie. Alors, la course à l'espace démarre lorsque Sputnik 1, un satellite soviétique, réussit à sortir de la Terre le 4 octobre 1957. Le retentissement planétaire de cette première sonde entraîne une réaction très rapide des États-Unis, qui investit massivement pour rattraper l'URSS dans le domaine de l'astronautique.
Alors aujourd'hui, l'astronomie est la science de l'observation des astres, cherche à expliquer leur origine, leur évolution, que leurs propriétés chimiques et physiques. L'étymologie du terme astronomie vient du grec aotopovo, peu importe ce mot, qui signifie loi des astres. Dans la dernière décennie du XXe siècle, l'apparition de la radiotélescopie, la radioastronomie et des moyens de traitement informatique autorise les nouveaux types d'expérimentation sur les corps célestes éloignés et transmis à travers l'espace par des ondes électromagnétiques. On est rendu à la partie vaisseau. D'abord l'historique des vaisseaux. Oui, on va encore parler de guerre froide. Donc avant la guerre froide, car n'oublie pas que dans tout l'univers que nous connaissons, la plus grande partie fut découverte lors de la guerre froide. Alors l'idée de voyager dans l'espace, d'une planète à l'autre, était très ancienne. Car n'oublie pas que les premiers qui ont pensé, c'était les Grecs. Les premiers rares récits à ce sujet étaient fantastiques, car leur but n'était pas technique, mais philosophique. Les premières fusées furent des armes, donc comme des missiles, loin de la vision spatiale que nous avons aujourd'hui. Ils furent inventés en Chine vers le XIIIe siècle. Ainsi, le roman De la Terre à la Lune de Jules Verne, édité en 1865 et diffusé mondialement, raconte un voyage vers la Lune à bord d'un obus tiré par un canon géant. Bon, mais parlons plus d'espace. Gothard vit sa première fusée à propulsion liquide Nell quitter le sol le 16 mars 1926 pour un vol de 2,5 secondes et de 13 mètres de haut. Bon, c'était quand même pas beaucoup, mais à l'époque c'était beaucoup. Grâce au financement du financier Daniel Guzonhin, il déménage à Roswell, au Nouveau-Mexique. Malgré tout, sa qualité et ses travaux ne furent que très peu reconnus par le public ou l'armée de son vivant. Bon, là, on va plus parler de la Seconde Guerre mondiale. Alors, soutenu par l'armée allemande, les anciens membres du VTR concurrent la série de fusées agrégats qui fonctionnent à alcool éthylique et à oxygène liquide. La première, qui est le A1, explose sur le champ de tir. Les A2, surnommés Max et Moritz, furent lancés avec succès le 19 et le 20 décembre 1934 à Borkum. L'armée fut intéressée par ces résultats et investit dans ses recherches. L'équipe dirigée par von Brandt partit à Peenemünde. Donc la guerre se prépare et l'Allemagne souhaite posséder une missile encore plus massif avec le projet A3. Cette fusée devrait être plus puissante avec 1500 kg de poussée pendant 45 secondes et pouvoir transporter une ogive de 100 kg sur 260 km. Alors les essais qu'ils ont eus à la fin de 1935 démontrent que la technologie utilisée fonctionne, malgré quelques petits défauts. Il a causé beaucoup de dégâts aux Alliés lors de la Seconde Guerre mondiale. Allez, encore la guerre froide. Et sans pour vous dire, voici la peau de l'URSS. Pas ça du tout. La nouvelle du lancement du premier satellite fut un choc pour les États-Unis. La NASA fut créée et remplace l'ancien NACA. Les États-Unis et l'URSS continuent de lancer des satellites surnommés Explorer pour les US et Sputnik pour l'URSS. Les satellites signent la fin des avions espions, car ils vont vite se faire déglinguer par les missiles sol-air. Mais les États-Unis le remplacent par des satellites espions nommés Discovery, et sans pour vous dire un petit info drôle, avant ils s'appelaient Corona, mais qu'ils ont eu des petits débuts difficiles quand même. Apollo 11 atterrit sur la Lune le 20 juillet 1967, mais tout finit avec le 26 décembre 1986, et les pros d'histoire connaissent bien celle-là, c'est l'URSS finit par s'effondrer. 6 types de véhicules. En astronautique, une fusée est un véhicule mu par un moteur fusée.
de grande puissance qui lui permet de se déplacer dans un espace proche et notamment de placer en orbite une sœur utile, voire de s'échapper à l'attraction terrestre pour visiter d'autres corps célestes. Les fusées astronautiques sont généralement dotées de plusieurs étages mis à feu successivement. Les plus grosses fusées, comme Saturn V, permettent jusqu'à 150 tonnes en orbite basse. Ils utilisent des moteurs fusées chimiques. La navette spatiale, dans le domaine de l'astronautique, désigne conventionnellement un véhicule spatial pouvant revenir sur Terre ou effectuer un atterrissage contrôlé à la manière d'un avion ou d'un planeur. Ce concept s'oppose à celui des vaisseaux spatials tels que Soyouz, Shenzhou ou Apollo, effectuant une rentrée quasi balistique et atterrissant grâce à des parachutes et des rétrofusées. À l'origine, ce concept était associé à l'affaiblissement des coûts et à la mise en orbite des satellites artificiels, d'éléments de station spatiale et la possibilité d'effectuer des interventions en étant en orbite basse. Du côté américain, 7 navettes, dont 5 destinées au vol orbital, ont été construites. Les soviétiques, eux, ils ont construit 12 navettes, 5 destinées au vol orbital, mais il y a une seule qui a volé, c'est Buran. Voici d'autres véhicules que vous connaissez pas. Il y a les satellites artificiels, bon lui vous le connaissez. En réalité, il y a les sondes spatiales, capsules spatiales, vaisseaux cargo et stations spatiales. Bon, en réalité, vous les connaissez. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et likez si vous avez aimé. Et comme je vous l'ai dit tantôt, j'espère que vous allez aller voir les 2 autres vidéos que j'ai fait sur la fusion nucléaire. Elles sont très intéressantes. Je voulais faire une partie qui parle du futur, mais on n'en a pas vraiment besoin, puisqu'on va parler des vaisseaux du futur dans la prochaine vidéo que je vais faire sur la colonisation de l'espace. Il y aura 2 parties, vous allez voir, vous allez bien aimer. Ben j'espère. Bye.